12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. C'est une table critique en noir et blanc que nous vous proposons ce midi à l'occasion de 2 expositions qui se tiennent à Paris jusqu'au mois de janvier. Les photographies d'une pionnière, Julia Margaret Cameron, s'exposent au Jeu de Paume et les estampes des plus grands maîtres, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec, sont à l'honneur au Petit Palais et sans tout divulgacher, il y aura peut-être même un peu de couleur. Suspense donc. On en parle avec vous, Sally Bonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en esthétique, critique d'art et commissaire d'exposition. Et on en parle avec vous, Sarah Hiller-Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition indépendante. Bienvenue à toutes les deux dans les Midis de Culture. On prend la direction du Petit Palais pour cette exposition Trésor en noir et blanc, Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec jusqu'au 14 janvier. Les rapports entre la peinture du peintre-graveur et sa gravure sont des rapports extrêmement intimes et liés. Le peintre ne vient pas à la gravure par accident et tardivement, mais y est amené dès le début de sa carrière par une espèce de demande de sa personne, de son tempérament qui lui suscite certains thèmes qui ne trouveraient pas leur expression dans la peinture, comme dans d'autres cas, il retraduit en gravure des tableaux qu'il a fait également en peinture. À l'origine, il y a donc la gravure et le résultat de l'impression de cette gravure est une estampe, 200 feuilles. Des grands maîtres de l'estampe comme Dürer, Rembrandt, Callot, Goya ou encore Toulouse-Lautrec ont été sortis des pénombres de la collection du Petit Palais pour cette exposition intitulée Trésor en noir et blanc. Le Petit Palais à Paris, c'est le temple de l'estampe puisqu'il abrite le musée de l'estampe moderne et ses 20 000 gravures réunies car ici, tout est une question de collection et de collectionneurs. Ils sont 3 mis en avant dans cette exposition. Les frères Dutuit, Eugène étant le plus célèbre, et Henri Lapose, le premier directeur du Petit Palais. Avez-vous été, Sarah Hiller-Meyer, envoûtée par ce panorama des plus belles estampes du 15e au 20e siècle ? Oui, absolument, c'est vraiment une très belle exposition. C'est effectivement des trésors qui sont ici réunis, dans le sens où ce sont des pièces extrêmement rares qu'on connaît principalement par des reproductions qui n'égalent jamais les originaux, donc c'est l'occasion de les voir. Je pense en particulier aux 4 artistes qui sont au centre de cette exposition, qui sont donc Dürer, Callot, Rembrandt et Goya. Et donc, à travers eux, ce que propose cette exposition, c'est pas une histoire de la gravure, mais c'est plutôt un panorama, comme vous l'avez dit, des pratiques possibles de la gravure en fonction de différentes techniques. Et ce qui est intéressant de ce point de vue technique, c'est qu'on voit que celle-ci offre des possibilités stylistiques et des registres du regard sans pour autant totalement les déterminer. C'est le cas par exemple de l'eau forte, qui peut donner lieu à des œuvres d'une très grande précision descriptive, comme par exemple chez Jacques Callot, avec des scènes de foule qui fourmillent de personnages et de détails, parfois effrayantes, quand il s'agit des misères de la guerre, par exemple, avec des grappes de pendus à un arbre. Le plus souvent, avec Jacques Callot, c'est quand même des scènes pittoresques et amusantes qu'on peut inlassablement scruter en y découvrant constamment de nouvelles petites facéties. Et il y a là un plaisir du regard qui consiste dans le fait d'identifier en fait sans cesse de nouvelles petites scènes, dans le fait de savoir et de comprendre ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est que cette même technique de l'eau forte peut être utilisée de manière beaucoup plus picturale, en fondant en fait les contours des figures dans des masses d'ombre et de lumière, comme c'est le cas par exemple avec Rembrandt, dont on voit ici des autoportraits. Et là, le plaisir du regard consiste moins à savoir, mais il consiste plutôt en fait dans le fait justement de ne pas savoir, c'est-à-dire d'être saisi par ce qu'on voit, et non pas dans le fait de saisir ce qui se présente au regard, ce qui est logique, je veux dire, dans le cas de ces émanations lumineuses mystiques que cherche à produire Rembrandt au sein du quotidien. Trésor, le mot n'est pas galvaudé, Sally Bonne. On est d'accord que sur ces 4 premiers artistes, on est ébloui. Ébloui, absolument. C'est vraiment d'une extrême grande richesse. Alors, on avait pu voir l'année dernière, quand même, au château de Chantilly, musée de Condé, une partie des gravures de Dürer, mais qui ne venaient pas de la collection Dutuit. Donc, on a, par exemple, certaines scènes de l'Apocalypse ou la fameuse Mélancolie. Mais là, on les retrouve. Les exemplaires sont d'une qualité exceptionnelle. Et ce qui est effectivement intéressant, comme l'a dit Sarah, c'est de voir aussi la continuité de l'usage de l'estampe depuis le XVe siècle. Alors, on reparlera après des autres salles jusqu'au XXe, mais en tout cas, dans cette chronologie qui a été choisie autour des 4 grands artistes qu'a collectionné Dutuit aussi. C'est quand même ça aussi. C'est le regard d'un collectionneur qui ouvre les 4 premiers moments de cette exposition, qui sont vraiment les premiers moments extrêmement singuliers. Et donc, c'est son regard, c'est ses choix.
c'est la volonté qu'il a eue aussi de créer cette collection. Je pense que le projet de l'exposition dans son ensemble était aussi de raconter quelque chose autour de cet usage de la gravure, de l'estampe, de l'eau forte, de la lithographie, en fait, en montrant comment ça peut devenir aussi, dans l'histoire, à un moment donné, ça devient un art. Et ça devient un art parce que on le voit, certaines gravures de Dürer sont d'une qualité absolument exceptionnelle, avec un travail de précision. C'est aussi ça la gravure, d'ailleurs, dans son ensemble, mais un travail de précision. On revoit la mélancolie, d'ailleurs, parce que c'est aussi une exposition qui nécessite de passer du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on est devant chaque gravure et on passe un temps fou à regarder les détails, les traits de la mer dans la mélancolie, ou le reflet de la fenêtre en cul de bouteille du fameux Saint Jérôme dans son cabinet, c'est absolument splendide. Ou alors les herbes, les feuillages, les arbres, les muscles des animaux qui sont dessinés. Et en plus, on voit, il y a systématiquement des espèces de plans comme ça, des plans rapprochés et puis des plans très éloignés avec des villes qui elles-mêmes sont très travaillées. C'est-à-dire qu'on voit le manoir, le château, les bâtiments, enfin la ville entière. Et donc à tous les plans, en fait, on est dans un travail de très grande précision. Le Callot, c'est absolument extraordinaire. On est Alors Callot, c'est intéressant parce que c'est pas le plus connu de ces 4 artistes, mais c'est celui qui était déjà très prisé par les collectionneurs dès le XVIIe siècle, en fait. Il est connu de ceux qui s'intéressent à la gravure. Effectivement, hors du champ de la gravure, il est beaucoup moins connu que, évidemment, Dürer, Rembrandt et Goya. Mais en tant que graveur, c'est un graveur lorrain, faut le dire quand même. Toujours rappeler l'importance de la Lorraine. Voilà, absolument. Et c'est un graveur lorrain qui a une histoire aussi. Il a passé beaucoup de temps en Italie. Les reproductions qu'on voit, enfin pas les reproductions, les images qu'on voit sont très liées à l'histoire de l'Italie, à ce qu'il y a vu, la Commedia dell'arte, des figures de bouffons, de gueux, et qui sont d'ailleurs assez merveilleuses parce qu'on voit, ce sont des figures dansantes. Contrairement à les images très chargées de Dürer, on est chez Callot avec des fonds qui sont parfois beaucoup plus vides que les images très chargées de Dürer, et des figures qui sont en mouvement, qui ont l'air d'être penchées comme ça. Et en plus, c'est assez touchant de voir ça, parce qu'on s'imagine qu'il est en train de travailler, c'est un travail d'une très grande précision quand même, la gravure, sur des figures qui sont en train de bouger, en fait. Et ça, c'est assez fort, en fait, de regarder ça. Mais l'estampe, la gravure, c'est quand même un art, en fait, qu'on connaît peu, qui est peut-être un peu minoré, ou alors qui a été oublié. Cette exposition, elle a cette idée-là, en fait, de remettre au goût du jour un art qu'on pratique moins. Sarah Lermeyer. Peut-être qu'elle est moins pratiquée, je ne serais pas... Qui n'est pas très popularisée à côté de la peinture. C'est quand même une pratique très populaire, il me semble très connue. Les estampes, en revanche, dans l'art contemporain, c'est peut-être une technique qu'on voit moins souvent. Mais en tout cas, cette exposition, il y a une chose, moi, au départ, qui m'a un petit peu embêtée, c'est le fait que, justement, elle propose en fait une approche chronologique et technique. Donc, on a un peu des difficultés à dégager des grandes lignes avec des évolutions ou des ruptures notables. Puisque justement, c'est pas l'objectif des commissaires. Cela dit, je trouve que ce qu'on peut observer dans cette succession de salles, c'est en fait, peut-être pour rejoindre votre question, c'est une laïcisation en fait des esprits et de l'art. Et je pense que c'est ce qu'on voit jusqu'au 19e siècle, parce que quand on commence avec Dürer, il s'agit de scènes bibliques ou allégoriques, où le réalisme en fait de la représentation va être au service de scènes de visions complètement hallucinées. Et ce qu'on voit souvent dans ces gravures, c'est des démons, des sorcières et des diables, dont l'un, par exemple, la corne de bouc à Groin de Porc. Quand il n'y a pas ces créatures à la fois grotesques et hideuses, ce qu'on voit, c'est des corps dont les anatomies sont très soulignées, comme au bord de la dislocation. Donc ce qu'on voit avec Dürer, c'est une renaissance qui est non pas calme et sereine, contrairement à la renaissance italienne qui a lieu en même temps, mais c'est une renaissance qui est encore troublée en fait par un imaginaire d'un catholicisme médiéval plein de supplices éternels. Et ce qui est intéressant, c'est de passer 2 siècles plus tard, justement, avec Callot, où là on voit que le rapport à la religion est complètement détaché. Je pense notamment à l'immense tentation de Saint-Antoine, qui grouille de démons tous plus cocasses les uns que les autres, qui agresse ce pauvre Saint-Antoine sans lui laisser un instant de répit et franchement s'en délecte. Et on voit bien que Callot n'a pas du tout peur du diable. Il y a plein d'humour, des diablotins péteurs, des diables qui enfoncent des fourches dans l'anus d'une machine en forme de dragon, par exemple. On pense évidemment à Jérôme Bosch, je trouve, avec Callot, mais c'est sans l'horreur véritable que suscitaient ces visions chez Jérôme Bosch, qui était un fervent catholique. Et du coup, je poursuis sur cette laïcisation des esprits et de l'art, qui se poursuit justement avec Rembrandt et avec Goya. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que la terreur change
en fait de registre pour passer en fait du côté des actions humaines des actions humaines qui sont plus rattachées en fait à des forces occultes, si vous voulez, mais à des forces psychiques, sociales et historiques, ce qui était déjà le cas avec Callot, et ce qu'on va retrouver après dans les salles du 19e jusqu'au tout début du 20e siècle, mais peut-être qu'on pourra y revenir. On va y aller au 20e siècle, mais d'abord peut-être, Sally Bonne, juste sur ce que représentaient les estampes pour ces artistes-là. On a par exemple Rembrandt qui diffusait des estampes différentes à différents stades en fait, de cette gravure. Qu'est-ce que ça représentait et pourquoi est-ce que les frères Dutuit et ensuite Henri Lapose, qui sera le premier directeur du Petit Palais et qui créera le musée de l'estampe moderne, se sont mis à les collectionner et à les accumuler? D'abord, il faut savoir que l'estampe est une pratique qui permet la diffusion. Hein, et c'est aussi dans une visée peut-être non pas nécessairement mercantile, mais en tout cas de diffusion du travail de l'art. Donc dès le XVe siècle, il s'agit justement de se transmettre aussi des images. Et on voit bien, d'ailleurs, l'exposition est bien faite pour ça. Et elle travaille justement à cet entrelacement. Comment en fait les artistes se rencontrent, s'inspirent, on va dire, de manière abstraite par des images. C'est-à-dire qu'ils voient le travail des uns et des autres par cette diffusion possible. Sinon, c'est des grands voyages, ça met des mois et on reste... Callot, certes, va s'installer plusieurs années en Italie, mais sinon, la manière pour voir le travail des artistes, c'est à travers l'estampe. Donc, ça permet une diffusion extrêmement importante. Ensuite, sur ce que font les artistes eux-mêmes de cette pratique-là, je pense qu'il y a... on le voit d'ailleurs dans la matérialité, le travail du trait, des jeux de profondeur que ça permet, qui sont différents du dessin lui-même tout seul ou de la peinture. Donc je suppose qu'il y a à la fois la possibilité de la diffusion, mais en même temps un intérêt sur la pratique elle-même. Et cette pratique, certes, elle n'est pas extrêmement développée aujourd'hui, mais elle se poursuit. Il y a des artistes contemporains qui font de la gravure, la lithographie et l'eau forte. Mais bon, ça aussi, ça demande une technicité, d'abord une connaissance technique assez élevée, et on le voit quand même que c'est il y a quelques éléments d'apprentissage de la technique un peu pédagogique. Il y a de la médiation pour nous apprendre un peu comment ça fonctionne, pour nous parce que expliquer c'est les techniques, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension technique forte là-dedans. Et avec Toulouse-Lautrec, ensuite, au 19e et 20e siècle, elle est aussi soutenue, cette pratique, par la ville de Paris, par exemple, qui va commander et soutenir des gravures de représentation de la ville de Paris. Et ça, c'est dans la deuxième partie de cette exposition. Oui, ce sont des donations qui ont été faites donc à la fin du 19e au Petit Palais. Effectivement, on voit dans la dernière salle des artistes du 19e jusqu'à la fin du 19e siècle, dont des artistes très connus, effectivement, comme Lautrec, et puis aussi Steinlein, par exemple. Moi, ce ne sont pas eux qui m'ont le plus captivé, en l'occurrence, c'est des artistes plutôt moins connus. Je pense par exemple à Félix Buot, que je connaissais pas, qui agence sur une même planche plusieurs vues des rues de l'époque où vont se côtoyer, par exemple, des bourgeois accompagnés de petits chiens bien nourris, des travailleurs, des chiens affamés et puis des chevaux épuisés, morts, couchés au sol, d'avoir trop tiré des tombereaux de terre et de pavés. Alors c'est certes beaucoup moins stylisé qu'un Lautrec ou qu'un Steinlein, mais je trouve que c'est des documents d'époque assez géniaux et dont on se délecte regardez. De les voir. Sally Bonne, un tout dernier mot juste peut-être sur la couleur aussi. Sur la couleur, c'est pas le plus intéressant. Non, parce il y en a à la fin. Comme Sarah, j'ai aussi découvert deux artistes, et Félix Buot notamment, mais aussi André Devambèze et une eau forte, je crois, absolument exceptionnelle, qui s'appelle L'émeute, qui est une scène de rue qui met en scène un affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui sont toujours d'actualité, effectivement, mais qui est vraiment très puissante. Trésor en noir et blanc, Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec, c'est jusqu'au 14 janvier au Petit Palais. Et je signale aussi le catalogue de l'exposition qui est disponible aux éditions Paris Musée du Petit Palais. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et jusqu'au 28 janvier, le Jeu de Paume à Paris nous fait découvrir une pionnière du portrait photographique, c'est Julia Margaret Cameron. L'exposition s'intitule « Capturer la beauté ». Julia Margaret Cameron, troisième fille de James Battle, fonctionnaire de l'administration du Bengale, naquit le 11 juin 1815. Son père était un gentleman à la réputation solide mais néanmoins douteuse, et qui, après avoir mené une vie dissolue lui valant le titre de « plus grand menteur des Indes », succomba à un excès de boisson et fut placé dans un tonneau de rhum pour être expédié par bateau vers l'Angleterre. Voilà pour la biographie de Julia Margaret Cameron, extraite du podcast qui accompagne cette exposition Capturer la beauté, une rétrospective de cette photographe du 19e siècle, à la carrière assez brève puisqu'on lui offre son premier appareil photographique à l'âge de 48 ans en 1863. En 12 ans, dans son studio, elle produit des centaines d'images en se jouant des conventions. Elle va laisser apparaître les traces des rayures, des bavures sur son travail. Son travail, ce sont donc des portraits d'abord de ses proches, de ses amis, de ses voisins, célèbres ou anonymes, des images religieuses, de Madone et des mises en scène tirées de récits littéraires. Sally Bone, qu'est-ce qui vous a tant marqué par le travail de cette photographe ? Alors, d'abord, j'ai trouvé que c'était une splendide exposition de cette pionnière de la photographie, c'est important de le rappeler, hein, on est au milieu du 19e siècle, qui est intéressante parce qu'elle pose la question de la manière qu'on a de regarder ces images. C'est une photographe du milieu du 19e siècle qui appartient à un certain milieu, la légende, on pourra revenir sur cette légende d'ailleurs, la légende qui est qu'elle récupère un appareil photo comme ça, elle découvre la photographie, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que sa fille lui offre son appareil photo, qu'elle se met à faire des photos, sauf qu'en fait les photos qu'elle fait, c'est pas des photos de famille comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire elle photographie pas ses enfants et ses amis, sa maison et ses vacances. En fait, elle s'approprie cet objet-là pour regarder non pas son monde contemporain, mais pour lui faire dire quelque chose. Et il faudrait aussi quand même revenir sur cette question de la beauté, parce que c'est peut-être le seul problème, à mon sens, de cette exposition, c'est le titre qu'elle porte, Capturer la beauté, et puis cette insistance qu'il y a sur des formulations en fait qui datent du 19e siècle et qui aujourd'hui en fait perturbent un peu le regard qu'on peut avoir sur ces œuvres, parce que ce sont des photos, notamment les deux premières salles, qui sont d'une puissance assez exceptionnelle, et notamment la première photographie qui est un portrait d'une petite fille qui s'appelle Annie, qui est une petite fille qui doit avoir, je sais pas, dans une dizaine d'années, et qui a ce fameux flou dont on caractérisait le travail de Julia Margaret Cameron, qu'on lui reprochait beaucoup d'ailleurs, on pourra y revenir j'espère, mais et qui est elle a un visage, sa tenue, sa posture, l'expression qu'elle a, l'image elle-même, en fait, est d'une intemporalité incroyable. C'est-à-dire que c'est presque une photo intempestive au sens où on ne pourrait pas la dater, on pourrait très bien la trouver aujourd'hui dans un album de famille quelconque, et en même temps, elle échappe à ça. C'est-à-dire qu'elle échappe à l'idée même d'une photographie qui viendrait en fait rendre compte d'une enfant à un moment donné. Ce qui est aussi caractéristique de ces portraits, c'est qu'ils sont toujours sortis de tout contexte. C'est-à-dire qu'il y a le fond est quasiment toujours noir, il n'y a pas d'extérieur, ou très peu, il y en a un ou deux à peu près. Et en fait, ce jeu sur la lumière, la manière dont en fait, les visages vont sortir du noir, j'ai trouvé, et on reviendra sur certaines photos en particulier, absolument exceptionnel. Capturer la beauté, ça vous a perturbé aussi, Sarah Hiller-Meyer ? Ah oui, moi, je partage pas l'enthousiasme de Sally. Moi, ce sont des photos qui suscitent une forme d'épouvante de mon côté. Mais ce qu'il y a je trouve, de problématique... Carrément d'épouvante. Ah oui, vraiment. C'est ce que j'ai pensé en ouvrant le catalogue avant de voir l'exposition, et je confirme ça en étant allé voir l'exposition. Alors pourquoi ? Mais enfin, disons que justement, alors, ce qui est problématique, c'est moins peut-être ces photos que le commissariat de cette exposition, qui problématise absolument pas le travail de cet artiste et le regard qui est le sien. Donc ce qu'on voit pour l'essentiel ici, c'est d'un côté des nymphes et des vestales vêtues d'étoffes blanches qui représentent des madones et des héroïnes de la littérature anglaise. Elles sont toutes vertueuses, prudes et vulnérables, avec des regards hébétés. Donc c'est ça qui est épouvantable pour vous. Oui, mais je vais expliquer pourquoi. Et puis de l'autre côté, ce qu'on voit, ce sont donc des écrivains, des artistes et des scientifiques de la haute société anglaise, dont fait partie Cameron, et qu'elle met en scène, comme elle le dit elle-même, comme de grands hommes, avec eux des regards profonds, songeurs, perdus dans des pensées sublimes, qu'on imagine inatteignables. Il y a Charles Darwin, il y a... Oui, donc en fait, ce qu'on voit là, ni plus ni moins, ce sont des archétypes féminins qui sont construits par le regard masculin, qui sont complètement intériorisés par Cameron, qui construisent en retour des archétypes masculins grandioses, et dont on se dit, moi je me suis dit ça en tout cas, que la conséquence, quelques décennies plus tard, ce sera les photos de
Charcot qui mettent en scène des femmes dites hystériques et dont les symptômes sont ceux d'une résistance en fait à l'ordre patriarcal qui les oppresse, mais que Cameron, elle, embrasse avec ses vierges folles et ses vierges sages, comme s'intitule une de ses séries. Donc ce que je trouve épouvantable, c'est ce regard aliéné qui est cadenassé dans les catégories et les valeurs puritaines de la société victorienne. Mais ce qui pose un véritable problème, c'est que ces photos, elles sont un témoignage finalement de leur époque. Mais le problème, donc, c'est l'absence d'appareil critique qui permettrait justement de prendre du recul par rapport aux normes qui construisent ce regard. Donc je pense qu'on est finalement peut-être d'accord avec Sally sur ce point-là. Sally Beaune. Oui, alors je ne rejoindrai pas Sarah sur l'épouvante des photographies parce que je trouve qu'il y en a quand même des qui sont vraiment pour moi exceptionnelles et je reviendrai sur certaines en particulier. Effectivement, ce qui m'a posé problème et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est par exemple cette salle qui s'appelle Poète, prophète, peintre et ravissante jeune fille. Bon, déjà, la formulation est quand même légèrement problématique parce que précisément, elle vient creuser en fait cette distinction qui peut être faite entre les grands hommes et les vierges et pas du tout effarouchées, mais plutôt effectivement très vertueuses. En même temps, et qui en fait qui rejoignent un vocabulaire qui est effectivement celui de cette période anglaise et victorienne, qui est embrassée certes par Cameron, mais dont il me semble quand même qu'elle sort par ses photographies. C'est-à-dire certes il y a des vierges à l'enfant, mais les portraits qu'elle fait des enfants seuls ou des femmes seules, et notamment ce très très beau portrait qui est celui de la mère, qui est la nièce de Cameron, mais qui est la mère, Julia Jackson, qui est la mère de Virginia Woolf, oui. Qui est un portrait absolument splendide, où la lumière vient de la droite, lui éclaire son profil, son front, sa bouche, son cou, et en fait, elle est comme ça, elle est prise dans le noir d'un côté, éclairée par la lumière de l'autre, et en fait, son visage sort, et cette absence de contexte, il me semble, est précisément ce qui permet d'échapper à ce que Sarah a pu reprocher en fait à cette photographe. Elle dit que son expérience de la photographie, c'est comme presque l'incarnation d'une prière. Il y a quelque chose il y a une dimension spirituelle en fait. Alors c'est pour ça que cette question de la beauté, moi, elle me pose problème. Je pense qu'en fait, c'est plutôt, elle est pas tant à la recherche de la beauté, même si c'est ce qu'elle évoque, mais en fait, ce dont elle parle quand elle parle de beauté, c'est plutôt quelque chose qui relève de la question de l'aura, et qui est une aura qu'on retrouve, que l'histoire de la photographie et l'histoire de la pensée de la photographie nous a apporté. Je pense à l'aura benjaminienne, mais cette aura qui n'échappe pas à une dimension spirituelle. Et c'était une fervente chrétienne, on le voit justement par ses représentations, mais des représentations qui empruntent à la peinture. Notamment la Renaissance italienne. Et ça, c'est aussi important de le dire. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans j'évoquais tout à l'heure l'idée qu'on n'était pas dans un espèce de souci d'une photographie familiale, d'immédiateté, d'intimité, pas du tout. Parce qu'en fait, elle s'inspire véritablement d'une iconographie, qui est une iconographie qu'elle emprunte à la fois à la Renaissance, mais aussi à ses contemporains. Et effectivement, les figures de jeunes femmes, de ravissantes jeunes filles, comme il est dit, emprunte largement au vocabulaire des pré-raphaélistes, avec ce que ça peut supposer aussi de regard, évidemment, sur la femme. Mais donc ces photographies sont toujours composées avec un souci qui n'est pas un souci qui est véritablement un souci esthétique. Sarah Hillermeyer, qu'est-ce qu'on sauve de cette pionnière de la photographie? C'est aussi ça qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on découvre ce personnage, on découvre son style, sa façon de faire de la photo. Qu'est-ce qui vous S'il y avait eu un autre appareil critique, est-ce que vous auriez aimé? Je pense que oui, il y avait une matière ici très intéressante pour interroger le regard, comment est-ce qu'il se construit en fonction de valeurs et de normes sociales. C'est quand même très surprenant qu'en 2023, ce soit pas fait. Sally vient de parler de cette phrase qui est poète, prophète, peintre et ravissante jeune fille, sans le moindre questionnement. Et par ailleurs, dans le catalogue, on trouve le fait qu'elle choisissait ses modèles masculins en fonction de leur intelligence, et ses modèles féminins en fonction de leur beauté. Bon, c'est jamais questionné. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la manière de Cameron, l'imprécision de la mise au point qu'elle revendique, en fait un précurseur du pictorialisme, qui est un courant photographique pour lequel l'imprécision sera non pas le signe en fait d'une défaillance, mais au contraire la condition de l'art, c'est-à-dire de l'accès de la photographie
photographie au rang des beaux-arts, en imitant en quelque sorte la facture des impressionnistes, ce qu'on appellera plus tard en photo le flou artistique. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec Sally, c'est que cette forme nouvelle en photographie, Cameron la met en fait au service d'une conception complètement académique de l'art, qui consiste à édifier moralement les spectateurs en leur présentant des histoires et des personnages vertueux dans des mises en scène théâtrales, narratives, avec costumes et accessoires de circonstances, en fonction donc de sujets bibliques, littéraires ou mythologiques. En fait, c'est là un genre, celui des recréations de scènes historiques ou d'imagination qui lui préexiste, qui s'est développé dès les années 1850 et dont d'ailleurs Baudelaire se moquait en y voyant, je cite, des drôles et des drôlesses attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval. Donc de ce point de vue, justement, je veux revenir sur les pré-raphaélites. Comme c'est le cas des peintres pré-raphaélites qu'elle côtoie et dont elle s'inspire, on peut dire qu'elle participe d'une révolution canonique en ce qu'elle reconduit des canons académiques, mais qu'elle matine de romantisme et de modernité par ce flou artistique. Mais ces canons sont surtout porteurs en fait de valeurs morales qui soutiennent l'ordre social victorien, mais c'est vrai, notamment puisant ses valeurs du côté de la légende arthurienne anglaise qu'elle met en scène comme le font les pré-raphaélites. Avec Shakespeare, notamment. Avec Shakespeare, avec un dernier mot très court, Tennyson. On y va pour quoi? Pour voir quoi? Pour voir les portraits, parce qu'ils sont splendides. Julia Margaret Cameron, Capturer la beauté jusqu'au 28 janvier au Jeu de Paume à Paris. Il y a le catalogue qui est disponible aux éditions Sylvana et le podcast à écouter, raconté par Clémence Poésie. On vous remet les références, bien sûr, sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci Sally Bonne, merci Sarah Hiller-Meyer. Avant de refermer cette première partie d'émission, nous avons la joie de vous annoncer le nom de la lauréate du prix Utopial 2023. Les Utopiales, c'est le Festival international de science-fiction. C'est à Nantes du 1er au 5 novembre prochain, Géraldine. Et la grande gagnante du prix Utopial 2023 est donc l'autrice Audrey Plenay pour son roman Rossignol aux éditions Le Bélial. Le prix lui sera remis lors du festival. France Culture est partenaire. Sachez que le vendredi 3 novembre, les Midi Culture seront en direct de Nantes à l'occasion de ce festival des Utopiales. Et on y sera.